Oui, alors bonjour ou bonsoir à tous, selon l'endroit où vous vous situez et à l'heure également du moment que vous visionnez ce webinaire du lundi, notre petit rendez-vous que l'on se donne depuis quelque temps, tous les lundis soirs, pour répondre aux questions de la pratique personnelle, professionnelle ou encore le grand public qui pourra avoir des questions sur leur vie ou sur d'autres thèmes. C'est ouvert, hein, ce sont des rencontres vraiment qui se veulent sympathiques en fait. Hein. On ne veut pas se casser la tête, on veut simplement chercher à mieux comprendre. Donc, on est tous là ensemble pour essayer de chercher à trouver des réponses par rapport à différents thèmes. Alors, au début de chaque webinaire, il y a une petite conférence que je vais donner. Aujourd'hui, c'est sur l'équilibre d'un lieu. C'est une application qu'on retrouve moins souvent dans la pratique intuitive telle que je l'enseigne, parce que justement, on entend sans doute beaucoup plus parler de la géobiologie, qui est l'étude donc de la maison, hein, de l'habitat dans lequel on se trouve, de façon à ce que cet habitat-là soit le plus équilibré possible avec la nature et avec l'être humain pour que justement il y ait ça soit un sentiment de bien-être et de confort qu'on retrouve dans la maison. Évidemment, de plus en plus, les maisons écologiques aussi, il y a plein de voies dans lesquelles le confort d'une maison et on cherche à le bâtir, on cherche à le trouver. Alors, moi, ce que j'ai pensé faire dans ma structure d'enseignement, dans ma présentation d'enseignement, c'est que j'ai cherché à donner le plus d'applications possible à la pleine conscience intuitive parce que je crois que être pleinement conscient de notre être fait qu'on devient pleinement conscient de notre entourage, des êtres humains qui nous entourent, mais aussi également des lieux de vie. Et puis ces lieux de vie-là, quelque part, peuvent emmagasiner de l'information, de la mémoire. Il peut y avoir effectivement une maison dans laquelle qui se retrouve dans une localisation qui n'est pas adéquate par rapport à des courants telluriques. On va un petit peu regarder tout ça. Donc je me suis intéressé à évaluer de quelle façon que la pleine conscience intuitive pouvait s'appliquer à faire l'étude de la maison, ce qui ne veut pas dire qu'on remplace nécessairement un géobiologue ou on ne remplace pas nécessairement non plus une personne qui a une connaissance dans la maison écologique. Hein. Je pense qu'au contraire, ça devient à quelque part une forme de connaissance qui nous permet d'avoir un regard sur notre maison qui est différent. Et dans ce sens-là, la prétention, elle est simplement de se mettre en évidence que l'application intuitive peut nous guider, peut nous aider lorsqu'on se retrouve dans une position où on veut faire une évaluation de notre maison et qu'on aura envie de déterminer qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Et là, évidemment, ben, on va faire une évaluation intuitive de tout l'espace, puis ensuite on pourrait ensuite aller voir les spécialistes ou les gens qui sont concernés, qui pourraient nous guider ou nous aider pour aller un peu plus loin dans la démarche. Donc l'idée ici, c'est pas de devenir un spécialiste, mais certainement de comprendre que cette application-là, elle existe dans la démarche que je propose et donc d'explorer un petit peu de quelle façon que ça peut se faire. Donc, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est peut-être une approche intuitive que vous connaissez moins également, qui s'appelle le remote viewing, c'est en anglais. Euh, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, il y a des gens, par exemple, on en a entendu beaucoup, surtout dans le milieu anglophone. Je pense que dans le milieu francophone, on a moins vu ce genre d'application-là. Mais dans le milieu anglophone, aux États-Unis, entre autres, il y en était souvent question. Ce sont des gens qui sont spécialisés. Par exemple, on va aller les voir parce que, ben, je donne des exemples, hein, dans un milieu pendant une guerre, il y a donc un opposant qui a des documents importants, qui pourraient être vraiment importants, que l'on puisse déterminer où est-ce qu'ils sont. Et on peut faire appel donc à ce moment-là à un spécialiste qui, lui, va justement prendre une carte, regarder à quelque part, selon ses perceptions intuitives, regarder la localisation de ce document-là, où est-ce qu'il pourrait être, et ensuite, évidemment, de déterminer dans cette localisation-là exactement dans quel endroit, dans quelle maison ça pourrait être, et dans quel espace dans la maison ça pourrait être. Alors, vous voyez, c'est un peu comme une démarche de localisation qui va faire qu'on va être capable, justement, bon, par exemple, d'aller chercher un document qui n'était pas normalement donc que personne n'aurait pu déterminer où est-ce qu'il était, mais que par notre intuition, par la démarche intuitive, on va être capable d'arriver à localiser cela. Ou on peut également, c'est souvent arrivé aussi, des gens qui vont par exemple, une personne s'est fait enlever, on cherche à la retrouver et on va faire appel à ce genre de démarche-là pour arriver à identifier où est-ce que la personne pourrait se retrouver. Alors le remote viewing, c'est vraiment une spécialisation donc intuitive dans laquelle on cherche à localiser dans un lieu terrestre, sur la Terre, effectivement, une personne, ou ça peut être évidemment des documents, ça peut être des sources d'eau. Bon, vous voyez, c'est plein d'applications possibles, encore une fois, qui peuvent être faites. Et dans ce sens-là, ben moi, je me suis dit, ça serait intéressant donc de regarder un petit peu le remote viewing, comment ça fonctionne finalement, et de se rendre compte de quelle façon qu'on peut appliquer ça dans notre espace à soi. Parce qu'évidemment,
les applications que je viens de nommer sont fort intéressantes, mais elles vont s'adresser souvent à des gens qui sont spécialisés. C'est-à-dire que la police, par exemple, va aller voir un spécialiste pour demander de l'aide dans certaines situations, par exemple d'une personne disparue. Alors, c'est sûr que ça ne nous arrivera pas nécessairement, et je ne vous le souhaite pas non plus, de vous retrouver dans une situation comme celle-là. Alors, on va plutôt chercher, évidemment, à identifier de quelle façon que cette approche-là, que le remote viewing, pourrait nous aider justement à pouvoir poser un regard sur notre maison. Alors, c'est ça un peu le sens du petit entretien que j'avais envie de vous présenter. Alors, la première chose, c'est le terrain. Avant même de localiser une maison, par exemple, bon, vous avez peut-être déjà une maison, mais au départ, hein, quand on veut construire une maison, on va d'abord et avant tout identifier justement la localisation de la maison. Donc, il va falloir trouver un terrain, en fin de compte, pour localiser mettre la maison, la construire. Et ce terrain-là, bien évidemment, il y a trois grandes caractéristiques qu'on retrouve en géobiologie qui vont mettre en évidence euh, la localisation, par exemple, de la chambre à coucher, la localisation de la maison carrément, hein, puisqu'évidemment, on va essayer d'éviter de construire une maison dans laquelle il peut y avoir comme des influences telluriques qui peuvent être néfastes pour les personnes qui vivraient dans la maison. Donc, on va évidemment se donner les meilleures conditions, c'est logique, pour que la maison soit la plus confortable possible, la plus agréable possible. Donc, dans l'étude de la géobiologie, on a mis en évidence qu'il y avait un réseau, donc la Terre serait comme aurait une genre de trame, une trame électromagnétique, et dans cette trame-là, il est observé que à un moment donné, que lorsque ces champs électromagnétiques-là se croisent, il y aurait quelque part donc une certaine champ électromagnétique qui pourrait être néfaste pour la santé, qui pourrait entraîner donc des gens ça pourrait entraîner des problèmes de sommeil, ça pourrait entraîner des problèmes de santé de divers ordres, etc. Il y a un monsieur qui s'appelle Robert Andros qui a mis en évidence avec des appareils scientifiques, hein. Donc c'est pas avec un pendule, c'est pas avec des antennes de sourcier, c'est vraiment avec des appareils de mesure scientifique où il a pu donc déterminer que lorsqu'une personne est en contact avec ces réseaux-là, avec ces champs électromagnétiques perturbateurs, il y avait des modifications au niveau des glandes endocrines qui pouvaient être à un niveau plus ou moins important, mais il y avait donc des modifications. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que bien sûr que ces champs électromagnétiques-là perturbateurs peuvent exister, mais il faut comprendre évidemment que ces champs électromagnétiques-là perturbateurs vont être encore plus affectants chez une personne qui n'a pas justement n'a pas un bon potentiel santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il est nécessaire, en tant qu'être humain, de prendre le temps évidemment, d'avoir une bonne hygiène de vie nous-mêmes en tant qu'individu et ne pas reposer, ne pas devenir obsédé, je dirais, sur l'idée quelque part qu'il existe donc des champs perturbateurs dans le sol et que dans ce sens-là, dans quelque part, il faut absolument les éviter. Je vais vous faire comprendre ça parce que souvent, on a tendance quelquefois à oublier quelque part que le corps humain, l'être que je suis, j'ai un pouvoir dessus, moi. J'ai le pouvoir, par exemple, de m'enraciner tous les jours. J'ai le pouvoir justement de prendre soin de moi par mon alimentation. J'ai le pouvoir de pouvoir justement m'occuper de moi pour être en harmonie le plus possible avec mon être dans toutes les dimensions de la personne. Est-ce que je le fais? Pas toujours. Ça veut donc dire quelque part qu'on a toujours tendance, nous, à mettre en évidence l'extérieur comme étant la cause de. Hein, je vais pas bien parce qu'il s'est passé telle chose. Et dans ce sens-là, je suis mal parce que ma maison fait ceci. Je suis malade parce qu'il s'est passé tel événement. Vous voyez, on a cette espèce de tendance à se déresponsabiliser. Donc, c'est certain que quand on observe justement ces champs électromagnétiques, ce réseau Hartmann dans le sol, on doit se rappeler justement que ce réseau-là peut donc avoir une incidence. Évidemment, on va donc s'assurer que l'espace dans lequel on est, on va donner les meilleures conditions. On va éviter, par exemple, qu'un lit se retrouve en relation avec ce réseau-là. Donc ça, c'est une clé essentielle, je dirais, on va chercher donc à favoriser les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse avoir un lit dans un espace qui va pas être perturbateur. Alors évidemment, si on dort déjà très très bien, bon, on se posera peut-être pas cette question-là, mais si on a des problèmes de sommeil, ça peut être effectivement intéressant d'aller poser un regard sur l'idée justement, est-ce qu'on est aligné au nord, par exemple? Notre tête est dirigée vers le nord. Est-ce que c'est le cas? C'est une chose qui a été démontrée que ça pouvait donc aider à avoir un sommeil plus adéquat. Puis évidemment, s'assurer que les failles, que ce réseau Hartmann-là ne soit pas dans la chambre à coucher, puisqu'évidemment, quand on est couché, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a tout le corps étendu sur le lit, et étant donné que notre corps est étendu en totalité sur le lit, bien évidemment, les champs perturbateurs vont affecter beaucoup plus fortement le corps humain à ce moment-là, et va donc être beaucoup plus perturbateur. C'est pourquoi que la chambre à coucher va toujours être très importante à poser un regard dessus. Alors, comment on va faire maintenant pour arriver à déterminer ce réseau Hartmann-là, ou les deux autres causes? Parce que dans le terrain, on observe qu'il y a des failles géologiques, c'est-à-dire que des pierres de différents minéraux peuvent avoir comme des
des recoupements, des recoupements qui peuvent se faire, et on va appeler ça des failles, c'est-à-dire que ce ne sont pas un sol uniforme, c'est des pierres qui sont entrecoupées, et quelquefois, ces failles-là vont générer également des champs électromagnétiques qui peuvent être perturbateurs pour la simple raison que les pierres qui sont présentes ont des constituantes minérales, et ces constituantes minérales-là peuvent produire des champs électromagnétiques particuliers, et ça peut donc générer quelque part encore là des influences qui peuvent être néfastes pour le corps humain. On va également retrouver les eaux souterraines dans le sol, et ces eaux souterraines-là peuvent effectivement aussi produire des champs électromagnétiques, et dans ce sens-là, bien évidemment, ça aussi, ça peut avoir un impact sur le corps humain. Alors, c'est certain que quand on construit une maison, on va d'abord et avant tout, on peut donc, par la pleine conscience intuitive, prendre conscience justement des réseaux Hartmann, donc des réseaux, cette fameuse trame dont j'ai parlé tantôt, qui est nord-sud en fin de compte, et est-ouest, et on va prendre également le temps de poser un regard sur ces fameuses failles dont je parlais tantôt. Donc, on va simplement imaginer quelque part se mettre en relation avec le sol ou le terrain sur lequel la maison se trouve, et on va simplement faire un voyage dans le sol pour aller justement évaluer les eaux souterraines, les failles, les réseaux Hartmann. Ce qui est la beauté de la chose, c'est que comme on a une démarche intuitive, la démarche intuitive, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que parce que nous sommes vivants, parce que nous sommes en relation avec la vie, s'il y a des champs perturbateurs dans le sol, il y a de fortes chances que notre voyage dans le sol va nous mettre en relation avec les ondes de perturbation. Parce que la vie que j'ai en moi, ben quelque part, elle recherche à être en état d'équilibre et en harmonie. Alors quand je fais un voyage dans mon propre être, sans que je le veuille, des fois, mon corps, la perception intuitive va me montrer une région de mon corps dans laquelle il y a une perturbation. Comme si la sagesse intelligente qui animait ma démarche intuitive me mettait en relation avec les perturbations qui étaient dans mon corps. Donc, quand je fais ce voyage dans le sol, c'est un peu la même démarche que je vais faire. Je vais constater justement que dans ce voyage-là, les perceptions intuitives vont m'enseigner quelque part à reconnaître où il y a donc des zones de perturbation. Et en voyageant dans ma maison, parce que si j'ai déjà une maison, si j'ai pas déjà une maison installée, bien évidemment, je peux simplement faire un voyage dans le sol, à l'intérieur de ma maison, puis évaluer par répercussion du sol vers la maison, de quelle façon est-ce qu'il y a des zones de perturbation qui peuvent être présentes. Et ensuite, bien évidemment, identifier les zones de perturbation, localiser ça dans la maison et évaluer quelque part s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer ça, pour remédier à cela, pour justement favoriser un espace qui soit plus confortable, plus agréable, considérant évidemment qu'il ne faut pas devenir fou, si on est bien quand même dans la maison, ben quelque part, on va surtout faire ce genre d'exercice-là quand on sent quelque part qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré dans notre maison. Donc, tant qu'à faire, on va faire une analyse un peu plus globale, un peu plus complète. Donc, vous voyez, ça, c'est une première application, c'est qu'on peut donc s'amuser à l'explorer le terrain. Et explorer le terrain, bien évidemment, c'est d'observer justement le réseau Hartmann, les failles géologiques, les eaux souterraines, pour avoir une meilleure idée, à quelque part, de quelle façon que notre maison, justement, est en étroite relation avec le sol, de quelle façon que ces champs électromagnétiques-là peuvent influencer l'espace dans lequel je suis. Et dans ce sens-là, évaluer qu'est-ce qui peut être fait aussi pour pouvoir remédier s'il y avait des influences néfastes. Mais comme je vous dis tout à l'heure, c'est surtout dans la chambre à coucher qu'on va vraiment identifier ces zones néfastes-là. Donc, on va porter attention plus particulièrement dans la chambre à coucher ou les chambres à coucher, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, pour éviter évidemment qu'on se retrouve dans une situation où on dort dans un espace qui est inconfortable. Donc, ça, c'est vraiment la première application qu'on va retrouver lorsqu'on cherche donc à équilibrer un lieu, c'est le terrain qui va nous permettre donc de pouvoir déterminer justement ces zones d'inconfort-là qui peuvent être présentes et de chercher évidemment donc à déplacer le lit pour qu'il ne soit pas en contact avec ces fréquences électromagnétiques perturbatrices. C'est vraiment la grande étape là, qui va être visée évidemment par rapport à cela. L'autre observation, l'autre voyage qu'on peut faire lorsqu'on cherche à équilibrer un lieu, c'est de partir de la structure de la maison. C'est-à-dire que ma maison, elle a un certain squelette, pourrait-on dire. Le squelette, bien évidemment, c'est qu'il y a une fondation. Souvent, une maison a une fondation. Puis ensuite, évidemment, une structure qui s'est construite au-dessus de la fondation. Et cette structure-là, bien évidemment, c'est un peu le squelette qui va me permettre de voir l'armature de la maison. Et je peux donc prendre le temps de faire un voyage dans cette structure de maison-là pour évaluer, me laisser guider encore une fois par ce qui va apparaître dans la structure de la maison. C'est un peu une autre démarche qui peut être intéressante. Puis encore là, je peux avoir un papier et un crayon, puis je peux prendre le temps évidemment de noter, de noter qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je perçois. Alors évidemment, quand je dis faire un voyage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux être assis et je peux faire le voyage de la structure de la maison en étant assis.
Ça veut dire que je pourrais avoir comme pris le temps aussi, ce que je pourrais faire aussi, c'est prendre le temps sur une feuille de faire un genre de schéma de la maison, de la structure de la maison, et quand je fais le voyage, mais de pouvoir localiser sur la feuille les endroits où il peut y avoir des perturbations que j'observe, puis ensuite, bien évidemment, faire une expertise sur les autres éléments de la maison pour voir effectivement si cette perturbation que je perçois, elle mérite à quelque part que je sois attentif pour améliorer la chose. Alors évidemment, quand on a un problème dans notre structure de maison ou qu'on a un problème dans la maison tout court, c'est bien évident que ça va être plus facile pour nous de déterminer de porter attention vers cette problématique-là et pouvoir aller voir chacun des éléments. Mais s'il n'y a pas de problème déjà, bien, ça peut être un genre de voyage tout simplement à la maison qui peut nous amener justement à avoir comme des ouvertures envers la maison, un regard différent sur la maison et d'envisager, ah ben tiens, j'avais pas pensé, il y a telle chose qui pourrait être faite ou telle autre chose, et ainsi de suite. Ça peut nous amener donc à nous ouvrir à des choses à lesquelles on n'avait pas pensé. On peut également aller voir la qualité du toit. La qualité du toit, ça veut dire qu'un toit peut avoir un certain âge. On peut aller prendre le temps de poser un regard sur le toit aussi pour évaluer quelque part la qualité. Ça ne fait pas de nous un spécialiste, ça fait simplement de nous une personne qui peut donc simplement porter attention simplement à ce qu'elle peut percevoir dans la structure de la maison, au niveau du toit, au niveau de la structure, au niveau de la fondation, et de permettre donc d'aller chercher peut-être des informations qui pourraient nous guider vers des solutions de problèmes que l'on pourrait observer dans une maison. Après avoir fait donc la structure, la fondation et tout ça, bon évidemment on peut ensuite aller voir l'électricité, la plomberie. Alors ça ne fait pas de nous des électriciens, mais ça fait de nous par contre des individus qui peuvent prendre le temps de regarder la structure électrique de la maison, voir la qualité de la prise de terre. Donc, se laisser guider encore là par le processus intuitif, c'est ça qui est la clé. Parce que moi, je suis pas un expert en électricité. Par contre, je suis capable de me laisser guider par l'intuition, qui elles peuvent m'amener vers des problématiques que je n'avais pas vues ou que d'autres personnes, même des spécialistes, ne pourraient peut-être pas voir. Et évidemment, l'important ensuite, ça va être de questionner pour bien comprendre la problématique, pour être capable de l'identifier objectivement, que ça ne devienne pas quelque chose du genre ah ben je sais qu'il y a un problème, et j'ai fait appel à 25 spécialistes et personne ne le trouve. Alors vous voyez que il faut donc être capable d'identifier le problème de façon beaucoup plus concrète et claire pour être capable justement de le désigner, que ça ne devienne pas quelque chose de subtil à un point tel qu'il n'y ait pas aucun moyen de le vérifier. Vous voyez, ça c'est un élément qui est très important. C'est pour ça que tout le processus de la pleine conscience intuitive repose sur le questionnement. Et le questionnement, c'est de comprendre véritablement que c'est un problème, c'est quoi le problème et pourquoi il est là le problème et de quelle façon il affecte la maison et de quelle façon il affecte mon être à moi et de quelle façon il m'affecte aussi. Alors c'est là que je vais commencer justement à pouvoir avoir une meilleure compréhension puis être capable de voir ensuite qu'est-ce que je peux faire moi pour changer ça. Alors, c'est là que ça m'amène à la notion de déprogrammation. La déprogrammation, finalement, ça veut donc dire que dans mon voyage, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans ma maison, je fais un voyage qui me permet justement donc d'identifier des problématiques, par exemple au niveau de l'électricité et de la plomberie, par exemple, et ensuite de déprogrammer, c'est-à-dire de donner au système électrique, à la plomberie, à la structure, au toit, à la fondation, au sol, tout ce qui est nécessaire pour le rétablir. Et ce qui va être intéressant lorsqu'on cherche à rétablir cela, bien, ça veut donc dire évidemment que la maison va nous refléter une autre perception. On va voir la maison équilibrée. Alors, lorsqu'on la voit équilibrée, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit quelque part une maison qui est plus en santé, qui est plus en état d'harmonie avec nous-mêmes et avec elle-même. Et on peut donc à ce moment-là aussi, à travers cette perception-là, comprendre qu'est-ce qui doit être fait pour solutionner le problème. Alors, vous voyez que à travers simplement la démarche de décodage intuitif et de déprogrammation, on parvient à travers ce voyage-là, à avoir une idée des perturbations qu'on a pu identifier dans la maison, mais aussi avoir une idée de qu'est-ce qui pourrait être fait pour maintenant remédier à cela. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant, je vous dirais, dans la démarche. Puis évidemment, on peut très bien faire un soin énergétique à la maison pour l'équilibrer tout simplement, pour constater effectivement qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme effet. Alors, si on allait chercher, par exemple, si on faisait un travail de ce type-là sur une maison qu'on viendrait d'acheter, qui est très ancienne, et dans lequel on pourrait envisager, bon, je sais pas, je vais faire une histoire caricaturale, j'achète une maison, et il y a eu un meurtre dans la maison, bien évidemment, c'est bien évident, ça peut être intéressant de faire un voyage pour arriver justement être capable de pouvoir donc aller chercher cette information, le mémoriel-là. Alors, cette mémoire-là des maisons, ben là, tu vois, tu m'en fais part aussi dans tes commentaires, Mireille, mais justement, c'est que le concept de la mémoire, faut pas se leurrer, là. Si moi, je suis un être humain de mémoire, c'est bien évident que si je vis dans une maison pendant X temps, ou qu'il y a des événements majeurs qui se produisent dans la maison, par exemple un meurtre, des choses comme ça, il va y avoir effectivement des mémoires. Maintenant, ça dépasse largement la maison. Si j'ai des objets dans ma maison,
que j'amène à la maison. Ces objets-là ont de la mémoire. La mémoire, l'eau, quand je prends un verre d'eau, je peux très bien travailler sur la mémoire de l'eau aussi. Alors, vous comprendrez que la mémoire, c'est pas une surprise qu'il y a de la mémoire dans les maisons. C'est pas une surprise puisque la mémoire, elle est omniprésente dans tout. Et que même les objets que je porte sur mon être, sur mon corps, peuvent être chargés de mémoire aussi. Donc, on peut vraiment s'amuser à ce niveau-là. Et il faut bien comprendre à quelque part que la mémoire, c'est pas des monstres, c'est pas des méchants. La mémoire, c'est simplement de l'information. Et cette information-là, si j'apprends, moi, être capable de m'équilibrer, d'équilibrer mon espace, de la libérer de certaines programmations, certaines mémoires perturbatrices, mais c'est évident que je vais pouvoir donc envisager que la maison, je vais être dans un lieu de vie plus sain, plus harmonieux. Parce que je vais être, non seulement je vais travailler sur la structure de la maison, sur l'aspect plus de la structure physique de la maison, mais je vais également travailler sur l'aspect plus psychologique et émotionnel de la maison aussi. Alors, c'est ça un peu qu'on cherche à faire à travers ce voyage-là, parce que là, on est rendu, bon, là, je vous ai parlé de l'électricité, de la plomberie, on est dans une structure un petit peu plus, on est encore tout un aspect plus mécanique, mais ça peut être intéressant quand même de faire cette évaluation-là avant même de commencer à parler de la mémoire. Parce qu'évidemment, la première chose qu'on cherche à faire, c'est d'évaluer la structure de la maison pour déterminer qu'est-ce qui peut être fait pour que cette maison-là, quelque part, soit plus en état d'harmonie et d'optimisation au niveau de ses composantes matérielles. C'est ça un petit peu la première chose qu'on va chercher à faire. Donc, après l'électricité et la plomberie, on va chercher évidemment à observer les isolants et tout ce qui s'appelle matière, le sol, hein, le bois, le sol, ça peut être autre chose que le bois, que le plancher, tout ce qui est les matières qui recouvrent, qui font les murs, qui font les plafonds. Alors, on va prendre le temps quelque part d'aller chercher évidemment, de faire un voyage aussi à travers ça pour, encore une fois, déterminer la qualité de l'espace dans lequel on est. Alors évidemment, on va toujours chercher à faire en sorte que dans une maison, il y a des éléments conducteurs. Les éléments conducteurs, qu'est-ce que c'est? Ben, par exemple, les planchers en bois sont des éléments conducteurs. On va habituellement chercher à avoir du bois sur le plancher, mais un bois qui ne va pas être verni, c'est-à-dire un bois qui va être lequel le corps humain va être en contact avec le bois, et le bois va vraiment être capable de nous transmettre aussi une certaine énergie aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va chercher idéalement dans un monde idéal à avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de planchers qui sont vernis. Alors ça, c'est sûr que ça crée des isolants, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une maison santé à travers ça. C'est juste que bon, ce ne sont pas les conditions aussi idéales, pourrait-on dire. Mais il faut se rappeler finalement que la principale chose qu'il faut se rappeler toujours là-dedans, c'est de quelle façon que moi, je peux chercher à renouer contact avec une maison plus vivante. Et je pense par exemple que quand on a des planchers qui sont des planchers en bois qui sont peut-être pas avec pas une très bonne prise de terre, ben quelque part, on doit peut-être un petit terrain à l'extérieur, aller marcher régulièrement, les pieds nus à la rosée du matin vont avoir une action très intéressante aussi à ce niveau-là. Donc l'idée là-dedans, c'est vraiment de faire une expertise de notre maison pour évaluer quelque part qu'est-ce qui pourrait être fait pour l'améliorer, pour l'équilibrer plus dans les composantes de la maison. On va regarder les fenêtres aussi. Est-ce que les fenêtres sont localisées vers le côté sud? C'est important ça parce que le sud, c'est là que le soleil va être à son plus fort. C'est là que le soleil va vraiment réchauffer notre maison. Si on a des fenêtres du côté nord, par exemple, ben c'est souvent très déconseillé parce que le nord, c'est le côté froid. Alors évidemment, si on a des fenêtres en abondance du côté nord, ça veut dire que notre maison est froide. C'est pas une maison qui est confortable. Donc, on va chercher évidemment donc à tenir compte de ces réalités-là, parce que c'est des réalités tout simplement, mais on va s'assurer évidemment que nos fenêtres ont la capacité de prendre la lumière et de l'amener dans la maison. C'est ça un peu l'idée. Si on a des fenêtres, ces fenêtres-là sont uniquement là pour nous permettre de voir dehors, mais qu'on n'a pas accès au soleil. Le soleil ne peut pas pénétrer la maison dû au fait que les fenêtres sont mal positionnées, par exemple. C'est quand même des choses qui vont être un petit peu dommages. C'est pas dramatique, hein, mais c'est ça qui va permettre à notre espace de respirer, pourrait-on dire. C'est un espace dans lequel cette lumière, cette énergie puisse circuler. C'est des éléments qui vont être importants. Donc tout ça va nous permettre donc d'avoir une idée globale de l'aspect plus mécanique, plus physique de la maison. Et évidemment, si j'ai pris le temps de faire des petits plans de tout mon espace, ben, j'ai pu voyager donc à travers toute cette structure-là quelque part, et prendre des notes régulièrement de ce que j'ai pu observer. Puis ensuite, bien évidemment, je pourrais, comme j'ai dit précédemment, par la déprogrammation, avoir une très bonne idée de ce que je devrais faire pour équilibrer ou améliorer la situation. Puis par la suite, bien évidemment, pouvoir envisager, s'il y a des actions à faire dans le monde de la matière, dans la maison elle-même, d'envisager des solutions qui pourraient me permettre donc de pouvoir améliorer l'espace. Alors évidemment, on peut toujours dire, ben, je vais refaire ma maison, ça va être le mieux, mais on peut très bien envisager de faire des petites modifications qui sont toutes simples, des fois, qui peuvent avoir des actions intéressantes par rapport
donc à l'équilibre du lieu de la maison. Donc ça, c'est vraiment donc la première étape qu'on va chercher à faire lorsqu'on cherche à équilibrer une maison, c'est de vraiment mettre en évidence toute cette notion de structure et de vraiment faire un voyage de toute la composante matière de la maison pour chercher justement à voir de quelle façon que la maison euh, est en état d'équilibre, hein, puis qu'on se permet de voyager dedans, dans quelle situation qu'on aperçoit la maison. Alors si on perçoit plein de problématiques, plein de problèmes, bien évidemment, on va chercher à comprendre la raison d'être de ça, et on va chercher à les solutionner, mais progressivement, chacun à son rythme. Et évidemment, on va chercher surtout à bien comprendre que ces problèmes-là ne soient pas des problèmes que j'appellerais, je pourrais dire ça comme ceci, ésotériques. Hein, ésotériques dans le sens qu'on ne peut pas les régler parce que ce sont tellement ésotériques qu'on ne peut pas arriver même à être capable de les expliquer. Alors, on a vu ici que les problèmes c'est pas des problèmes ésotériques dont je viens de vous parler. On a davantage parlé donc du réseau Hartmann, des failles géologiques, des eaux souterraines dans le sol. Donc, les maisons peuvent effectivement être affectées par ça. On va surtout regarder les chambres à coucher par rapport à ça pour être bien certain que il n'y a pas de problématique à ce sujet-là. On va regarder également les antennes électromagnétiques. S'il y a des antennes électromagnétiques qui sont à proximité de la maison, c'est des choses à quelque part qu'il va falloir être sensible et essayer de trouver des solutions aussi par rapport à ça. Ensuite, évidemment, la structure de la maison, qu'on va prendre le temps de regarder, la fondation, donc les murs, évidemment, et le toit. Puis ensuite, évidemment, on va regarder l'intérieur de la maison en s'assurant donc de toute la structure isolant, électricité, plomberie, isolant, les murs, le plancher, évidemment. Donc, c'est toutes des choses qui vont être normales. Les fenêtres aussi, la qualité des fenêtres, l'étanchéité des fenêtres. Et là, quand je vous dis ça, c'est pas physiquement que l'on le fait, c'est toujours dans le processus intuitif que je vous dis de le faire. Donc, vous allez simplement prendre le temps de découvrir votre maison dans un regard plus intuitif et moins rationnel et moins logique. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ça vous donne l'opportunité de pouvoir percevoir la maison avec un regard complètement différent qui va peut-être vous ouvrir aussi à des travaux, à des choses que vous auriez envie de faire, que vous n'aviez pas envisagées, mais qui pourraient effectivement améliorer énormément la qualité de l'espace dans lequel vous êtes. Ça, c'est des choses qui sont importantes aussi. Alors, évidemment, donc, le chauffage aussi, qui va être un élément important qui va être à regarder aussi, et la climatisation, donc la circulation d'air dans la maison, etc. C'est tous des éléments qui sont importants à vérifier, à observer. Donc, ça aussi, on peut prendre le temps de regarder de quelle façon que la chaleur se répartit à la maison. Si c'est un système électrique que vous avez de chauffage, système à l'huile, système à eau chaude, un système de foyer, ou de foyer à granules, de foyer au bois. Bon, c'est toutes des choses à quelque part que vous pouvez prendre le temps d'observer, intuitivement j'entends toujours, pour aller chercher le maximum d'informations sur l'espace de maison dans lequel vous êtes. Ensuite, bien évidemment, Mireille faisait part justement qu'il y a également les mémoires des murs pour certaines maisons anciennes. Alors je dirais que c'est pas juste les maisons anciennes, Mireille, c'est toutes les maisons, quelles qu'elles soient, même les maisons modernes, peuvent avoir quelque part des mémoires. Alors dès qu'on est moindrement sensible à ça, on peut donc très bien se rendre compte quelque part que tout espace, hein, comme je disais, tout objet, en fin de compte, a une mémoire. Donc, on ne doit pas être surpris de constater que même une maison neuve pourrait avoir une mémoire. La mémoire de quoi, vous allez me dire? Mais c'est la mémoire des gens qui les ont construites. C'est-à-dire en quel état psychologique, émotionnel ils ont pu la construire, ces maisons-là. Alors, c'est toutes des choses qui nous amènent justement à nous rendre compte que, d'une part, il y a l'aspect, là, je me suis attardé donc sur l'aspect plus structurel, plus physique de la maison. Je crois que c'est important. Ça nous ramène justement à ce que j'appelle le remote viewing, hein, dans lequel vraiment, on va s'attarder à vraiment localiser la matière les choses, puis à être capable de faire des expertises, des évaluations intuitives de quelque chose qui existe physiquement. Et ça, c'est quand même fort intéressant, je dirais. Puis ensuite, comme deuxième application pour équilibrer son lieu, bien évidemment, ça va être davantage, on a l'idée quelque part de rentrer dans une pièce. Quand je dis rentrer dans une pièce, c'est toujours encore avec cette espèce de plan qu'on a fait sur une feuille. Et on peut très bien faire un voyage dans chacune des pièces de la maison et simplement prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se dégage de chacune des pièces. Alors quand je dis qu'est-ce qui se dégage, je ne dis pas les yeux ouverts avec objectivement par le sens esthétique des choses. C'est vraiment dans un processus de voyage intuitif. Je ferme les yeux, je voyage dans la chambre, dans la pièce en question et j'observe ce qui se dégage de la pièce. Encore une fois, vous allez découvrir que l'intuition a la capacité de me mettre en relation avec un espace, puis de me relier à cet espace-là, puis de me rappeler, est-ce que toi, Sylvain, tu es en harmonie avec l'espace dans lequel tu es? Et si tu n'es pas en harmonie, qu'est-ce que tu pourrais faire pour le rendre harmonieux, cet espace-là? C'est toute la démarche que vous allez faire. Alors, dans un premier temps, vous allez voir la pièce, donc vous allez prendre le temps de faire du décodage intuitif de la pièce en question. Vous allez me dire, oui, mais je la connais cette pièce-là. Oui, mais si vous faites un voyage dans le monde intuitif,
cette pièce-là va se manifester à vous avec une perception intuitive, donc avec des, un regard différent que vous allez avoir de la pièce. C'est-à-dire que la pièce va être, elle est ce qu'elle est. Elle ne sera pas différente dans le sens qu'elle sera complètement différente. Elle va être ce qu'elle est. Mais vous allez peut-être observer que des informations que vos perceptions intuitives vont vous transmettre concernant cet espace-là et qui vont vous amener progressivement à reconnaître qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour justement déprogrammer ce qui apparaît perturbé. Et par les déprogrammations que vous allez poser dans l'action intuitive, vous allez observer donc que la pièce va se transformer, peut être de plus en plus équilibrée avec vous. Donc vous allez peut-être voir que les couleurs des murs vont changer, que l'espace, la façon que le positionnement des meubles vont changer. Tout simplement parce que c'est un peu comme si vous alliez apprendre à vous relier énergétiquement parlant avec la chambre en question. C'est plus donc un aspect esthétique ou rationnel ou intellectuel que vous allez voir, mais plus une relation plus sensitive que vous allez avoir avec l'espace en question. Et ça peut être intéressant parce que ça peut vous amener effectivement à poser un autre regard sur la pièce en question. Donc, c'est ça un petit peu que vous allez chercher à faire. Puis ce qui est intéressant, c'est là qu'on tombe plus dans le côté décoration, je dirais, puisque quand on rentre dans une pièce, on a fait déjà le voyage, on a fait le voyage de la structure, de tout l'aspect plus matériel de la maison. Et quand on rentre dans la pièce, on est plus en connexion à ce moment-là avec les meubles se trouvant dans la maison, dans la pièce, la position des meubles, les miroirs, les cadres, les peintures. Je vous donne un exemple. Il y a 3 peintures dans une pièce. Je rentre dans la pièce, puis je me mets en contact avec la pièce intuitivement, et je constate que les peintures qui sont présentes dans cette pièce-là dégagent une profonde tristesse. Pourtant, ce n'est pas des peintures qui sont nécessairement tristes au niveau de l'image, mais elles dégagent la tristesse. Donc, évidemment, là, je peux commencer à faire un travail de déprogrammation pour comprendre et commencer à voir qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour changer l'énergie de cet espace-là. Et je peux peut-être arriver donc à changer l'énergie de l'espace, puis avoir un conseil qui va m'être donné en disant, mais tu vois, Sylvain, les peintures, elles sont bien, c'est juste les cadres qu'il faudrait renouveler pour changer l'énergie de l'espace. Parce qu'à quelque part, tu as besoin de gaieté, tu as besoin de couleurs, puis tu as besoin de mettre des couleurs plus gaies, et ça viendrait changer complètement l'espace, et ça viendrait comme briser quelque part des mémoires dans lesquelles tu es en résonance avec cet espace-là, et changer les cadres, ça viendrait comme amener une autre fréquence, une autre vibration qui serait plus positive. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on va procéder dans chacune des pièces pour arriver donc à développer un autre regard pour chacune des pièces qui vont nous amener donc à pouvoir envisager qu'est-ce qui pourrait être fait pour que notre maison nous reflète finalement. C'est ça qui est fondamental, hein? C'est-à-dire que des fois, sans s'en rendre compte, on peut avoir des choix esthétiques ou des choix qui sont quelquefois qu'on n'a même pas réfléchi, qui sont là parce qu'ils sont là, puis on n'a jamais réfléchi à les changer, et que finalement on ne se rend pas compte, mais ces objets-là sont porteurs de mémoire ou sont porteurs quelque part d'une certaine énergie qui nous relie à un certain passé, et que sans s'en rendre compte, on devient sensibilisé par ça, et ça vient comme nous garder dans une espèce d'élément figé de notre conscience. Donc ça peut être intéressant donc de pouvoir commencer à comprendre que par le biais du décodage intuitif, on va arriver à la connaissance que dans chacune des espaces, chacune des maisons, de nos chambres, de nos pièces, d'être capable de nous relier à la qualité de l'énergie de l'espace et de pouvoir être capable de reconnaître la fréquence énergétique qui se dégage de la pièce, et on peut faire des changements mineurs qui peuvent ramener l'espace dans un espace plus harmonieux. Peut-être qu'évidemment, on va se rendre compte que la pièce elle est parfaite, puis c'est merveilleux, mais on va peut-être constater qu'il y a certaines pièces qui mériteraient qu'il y ait des changements qui soient faits pour alimenter donc une transformation à se faire. Donc, à la fin de cet exercice-là, bien évidemment, vous allez avoir fait toutes vos chambres, toutes vos pièces, la cuisine, le salon, tout ça. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir une vision globale de toute la dimension plus terrestre, plus matérielle de la maison, mais également aussi de votre possibilité d'envisager de changer votre regard sur la relation que vous avez avec les couleurs de la maison, avec les objets de la maison, avec les meubles de la maison. Donc, vous allez vraiment vous découvrir quelque part que tout ça est vivant et que vous-même, vous êtes une antenne qui vibre avec tout ça et que vous pouvez peut-être réorganiser tout ça pour ramener l'espace à quelque chose qui sera plus en harmonie avec vous. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire à travers cet exercice-là. Oui, c'est sûr que c'est une question que tu poses, là, Mireille, parce que pour couper la nécessité d'un compteur électrique Linky branché sur Wi-Fi, la première chose que je te dirais, c'est qu'il y a 2 choses là-dedans. La première chose, c'est la logique intellectuelle qui nous dit qu'un Wi-Fi va donc perturber le corps humain. Ça, c'est une logique. Maintenant, c'est évident que cette logique-là, quelque part, peut, à une certaine part de vérité, c'est bien évident.
Je dirais par contre que moi je vais donner un exemple, on pourrait très bien s'inquiéter sur ça, alors qu'il y a un pôle, on a une espèce de grosse truc électrique à côté de soi de téléphone là, à 10 pieds, à 3 mètres de chez moi. Alors, vous voyez que pour moi, c'est plus important ça à régler que le Wi-Fi, tu vois. Alors, dans ce sens-là, il faut toujours bien s'assurer quelque part que quand je dis de faire une analyse intuitive, l'analyse intuitive va nous permettre d'avoir une vision globale de notre espace plutôt que de s'arrêter à dire ah mais il faut faire ça parce qu'intellectuellement on sait que c'est pas bon, etc. Et là on tombe dans une démarche intellectuelle. Cette démarche intellectuelle nous coupe de notre aspect vibratoire qui lui nous permet d'avoir une vision de notre maison. Je vous donne un exemple. Tu me parles de ça, mais peut-être que ta, ta prise de terre est très mauvaise. Alors, si ta prise de terre est très mauvaise, ben, à quelque part, c'est pas juste ton Wi-Fi qui est le problème, c'est tout le courant électrique de la maison. Parce que la prise de terre, elle va finalement prendre les charges d'électricité statiques, pourrait-on dire, de la maison, puis elle va les amener vers le sol. Alors, si la prise de terre n'est pas bonne dans la maison, c'est déjà en soi un problème. Maintenant, pour couper la nécessité d'un compteur électrique, un compteur électrique Linky, c'est-à-dire, ça c'est simplement le truc, le truc Wi-Fi, ça. Parce qu'un compteur électrique, pour moi, c'est pas le Wi-Fi. Hein, c'est juste le compteur électrique, c'est autre chose. Oui, mais tu vois, quand tu dis la prise de terre est bonne et récente, le mot récent, pour moi, me fait sourire parce que moi, j'ai lu un livre, justement, sur les prises de terre. Il faut dire que c'est un livre, par contre, qui a été écrit pour les Canadiens et les États-Unis, mais c'était quand même un livre qui questionnait énormément les qualités des prises de terre chez Maisons récentes. Ça m'a énormément surpris parce que je m'étais dit, d'une façon très logique, que les maisons récentes doivent avoir des prises de terre de haute qualité. Ça me paraissait évident. Curieusement, il semblerait que les électriciens ont peu conscience de la qualité de la prise de terre et aux États-Unis et au Canada, lors de la conception de maisons récentes, les prises de terre ne sont pas nécessairement de qualité. Ça m'avait surpris, mais je le dis là. Donc, la prise de qualité est importante par rapport à une situation comme ceci. Par rapport à toute cette notion de Wi-Fi, de téléphone, des téléphones cellulaires, des portables, comment on peut se protéger, tout ça, ça demeure pas évident de se protéger de tout ça parce qu'il n'y a pas encore de recherches scientifiques qui ont démontré des choses hors de tout doute. Moi, je te dirais quelque part de faire ta démarche intuitive par rapport à ça pour comprendre justement les problématiques qui existent à ta maison, puis de trouver des solutions et voir qu'est-ce que tes perceptions intuitives pourraient te guider par rapport à ça. Maintenant, pour les solutions, il existe en Allemagne des tapisseries de cuivre qu'on peut mettre sur les murs qui vont carrément nous protéger des champs électromagnétiques. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, si tu mets ça sur tes murs, ton Wi-Fi va pas être efficace. Donc, le Wi-Fi, quand on y pense, à quelque part, est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'on sait bien qu'on pourrait très bien prendre un ordinateur, le brancher avec un fil de connexion, et on aurait une qualité Wi-Fi excellente à ce moment-là. Pas Wi-Fi, mais une qualité Internet excellente, puisque le câble directement connecté à l'ordinateur ne posera pas de problème. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose pour régler le Wi-Fi, c'est être prêt à accepter de couper le Wi-Fi régulièrement. Avant de se coucher, par exemple, on ferme le Wi-Fi. Lorsqu'on en a besoin, on ouvre le Wi-Fi. C'est un peu emmerdant, mais en même temps, là, on est dans une position où on comprend quelque part qu'on n'a pas cette fameuse énergie électromagnétique fantôme qu'on appelle. C'est-à-dire que le système électrique, actuellement, au niveau de l'électricité, on a beaucoup de choses qui sont branchées dans la maison, par exemple. Beaucoup de choses sont branchées. Il y a beaucoup de choses qui sont branchées à des barres d'alimentation aussi, ça bouffe tout ça, ça bouffe de l'électricité. Donc, idéalement, il faudrait tout enlever tout ça avant de se coucher ou dès qu'on les utilise pas, les enlever, les débrancher, parce qu'à quelque part, ça consomme de l'électricité, même si c'est pas mis en fonction les appareils électromagnétiques. Donc, le Wi-Fi, moi, je trouve que la chose la plus simple à faire, c'est celle-là, c'est de le connecter, de le mettre à on quand on en a besoin, donc de l'utiliser quand on en a besoin, quand on n'a plus besoin, de fermer tout simplement la connexion Wi-Fi. Alors ça, c'est la meilleure façon de faire. Parce que les autres options, évidemment, c'est on va vendre des appareils de désensibilisation, c'est-à-dire des appareils qui sont basés sur, on pourrait appeler ça comme ça, la physique quantique, je pense, on peut certainement dire ça. C'est des appareils qui vont nous permettre justement de défaire les ondes électropathogènes du Wi-Fi et du téléphone cellulaire, du téléphone portable, etc. Et des téléviseurs, etc. Le malheur avec tout ça, évidemment, c'est que c'est pas encore de preuve scientifique que ce que je viens de nommer va être utile, mais il existe des bidules qui sont intéressants. Moi, j'en ai expérimenté quelques-uns, puis c'est sûr que c'est je vous dirais ça comme ceci,
plus on cherche à amplifier le champ énergétique, le champ vital de mon corps, ben plus je suis en santé. Plus je cherche à équilibrer la maison a plusieurs composantes naturelles et je cherche justement à augmenter quelque part la qualité de la maison dans sa conscience vibratoire et énergétique de qualité. Mais c'est certain que ce genre de bidules-là qui vont souvent produire une certaine forme d'énergie de vitalité, une énergie un peu d'énergie libre, en fin de compte, ben, le fait que l'énergie libre soit omniprésente dans la maison, ben, quelque part, fait que les effets pathogènes de certains trucs électriques vont être moins dommageables à cause de ça. Donc, c'est certain que ce genre d'appareils-là peuvent être intéressants. Il y a plusieurs compagnies qui en conçoivent. Je dirais qu'il faut maintenant y aller selon notre ressenti. Hein? C'est là que c'est important le ressenti parce que, bon, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de gens qui en vendent de toutes les sortes, de tous les styles. Beaucoup de gens veulent arriver avec des argumentations de vente. C'est malheureux ça. Mais ils ont plus tendance à vouloir vendre l'appareil à tout prix. Donc, comme ils veulent vendre l'appareil à tout prix, ils vont nous sortir des argumentations de vente, mais ils vont pas nous sortir des argumentations qui sont reliées à de l'information véritable. Alors ça, il faut faire très attention avec ça, malheureusement. Et c'est pour ça que je pense que la démarche intuitive devient importante pour arriver à déterminer qu'est-ce qui va amener dans la maison quelque chose qui va avoir une qualité vibratoire de qualité. Alors, si toi, tu fais tu vas prendre le temps, Mireille, d'aller voir tout ce qui existe dans le monde actuellement dans ce genre d'appareillage-là, ben, tu vas avoir peut-être une dizaine d'appareils, une dizaine de produits, qu'importe, là, et tu vas pouvoir prendre le temps, par ton intuition, de déterminer lequel serait le plus adéquat dans ta maison. Donc, tu vas prendre l'appareil, tu vas le mettre dans ta maison, tu vas voir ce qu'il fait, tu vas voir le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, et tu vas arriver, donc, par cette déduction-là, à pouvoir dire, ben, c'est tel numéro 6, l'appareil numéro 6 qui m'apparaît le plus intéressant par rapport à mes besoins à moi, puis par rapport à ce que j'ai de besoin, puis bon, considérant le prix, tout ça, je crois que c'est lui qui serait le plus intéressant, c'est lui que je vais me prendre. Tu vois, donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à partir, donc, sans avoir fait aucun achat, sans simplement avoir pris un petit peu de temps de recherche, d'arriver à pouvoir déterminer qu'est-ce qui va nous apparaître le plus intéressant par rapport à notre maison, puis évidemment, par la suite, ben, on peut si on a la chance d'avoir la chance de pouvoir acheter l'appareil et de pouvoir le tester, avoir genre 30 jours pour pouvoir le tester, ben on peut donc vraiment avoir les meilleures conditions possibles pour s'assurer que cet appareil qu'on a choisi est le bon, puis qui va nous donner l'effet que l'on espérait aussi par rapport à cet appareil-là. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, Mireille, par rapport à ça. Et puis l'autre application, évidemment, que j'aurais pu dire aussi par rapport à l'équilibre du lieu, là on a pu voir qu'il y avait beaucoup d'éléments, où donc la décoration va jouer aussi, mais aussi notre image de soi. Notre image de soi, c'est de nous voir dans un miroir et commencer à poser un regard sur nous-mêmes. Les vêtements que l'on a, par exemple, parce que ça fait partie aussi de la maison, ça. Il y a des vêtements qu'on traîne avec soi pendant des années, ils nous font plus, ça fait des années, puis on les traîne encore avec soi parce qu'on est encore attaché à eux, parce que ça nous ramène à des choses, etc. Tantôt, tu parlais de la mémoire des murs. La mémoire des murs se retrouve dans notre garde-robe bien souvent. C'est-à-dire que se retrouve bien souvent en relation avec des choses qu'on traîne avec soi, qu'on veut pas se débarrasser, qu'on traîne avec soi et qui ne sont plus utiles et qui ne correspondent plus à qui on est. Alors ça aussi, ça fait partie d'un élément intéressant d'envisager de faire un gros ménage dans sa maison pour se libérer justement de tout ce qui n'est plus utile. Parce que justement, tout ce qui n'est plus utile traîne avec lui une forme de mémoire. Puis cette mémoire-là, quelque part, on est en relation avec lui. Hein, c'est-à-dire que le vêtement lui-même n'est pas porteur de quelque chose de particulier. C'est surtout ma relation avec le vêtement qui fait que moi, je nourris le vêtement et que le nourrit d'une certaine façon, le vêtement me nourrit aussi et me garde dans une forme d'égrégore de pensée associée à mon passé. Et c'est là, évidemment, ça peut être intéressant de faire un certain ménage par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans une maison pour se dégager et renouer contact avec une forme de lumière, je dirais, dans son espace. Ouais, tu vois, je fais le ménage et tous les objets et vêtements, grand nettoyage, c'est génial. Ben oui, parce que ça nous dégage, ça nous libère. Ça a l'air de rien, mais on a souvent cette espèce de sentiment quelquefois qu'on est euh, la matière nous emprisonne, en fin de compte. Il y a des gens qui sont tellement dans la matière, sont tellement matérialistes, que sans s'en rendre compte, ils deviennent complètement possédés par la matière. La matière, c'est tout ce qu'ils ont, ils ne peuvent pas concevoir qu'ils doivent s'en débarrasser. Alors, ils deviennent embourbés là-dedans parce que ça devient quelque part des liens, et ces liens-là, ça appartient à du passé, parce que la matière, inévitablement, nous ramène à du passé, et nous ramène donc à l'inaction aussi de pouvoir envisager le changement. Parce que le changement, il se fait comment? Il se fait dans la légèreté, il se fait dans la transformation, il se fait pas par la lourdeur des choses. Et c'est pourquoi que faire du ménage va être un élément intéressant. Poser un regard sur soi aussi. Qu'est-ce que je suis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je suis à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je dégage à l'extérieur de moi? Est-ce que je dégage ce que je suis à l'intérieur de moi?
C'est intéressant de se poser cette question-là, parce que ça nous ramène encore une fois avec une démarche intuitive, de pouvoir envisager qu'est-ce que je vois quand je me projette dans mon écran devant moi intuitivement, qu'est-ce que je vois de moi? Est-ce que je vois quelqu'un est-ce que je vois quelqu'un qui est en harmonie avec ce qu'il est au fond de lui-même, ou est-ce que je vois quelqu'un qui est en désalignement, ou qui est en désaccord, ou qui est pas tout à fait en harmonie avec lui-même? C'est là que je vais commencer justement par la déformation, à travailler sur mon image et à pouvoir me rapprocher justement d'un regard sur moi qui va être plus juste. Hein, je vais peut-être faire du ménage dans mes vêtements parce que je vais reconnaître que les vêtements que j'ai envie de porter aujourd'hui ont euh, sont une certaine densité, un certain style, etc. Et que un certain nombre de choses que j'ai plus envie d'avoir parce que ça correspond à du passé, ça correspond à des choses qui ne correspondent plus à qui je suis, que je gardais par souci, parce que c'est en bon état, etc. Mais que je me rends compte que c'est plus moi et que je ne serai plus jamais moi. J'ai envie de changement, j'ai envie de m'ouvrir vers autre chose. J'ai plus envie de rester au cas avec des choses du mon passé. Donc tout ça va m'aider, va contribuer également à travailler avec une image plus proche de la mienne, hein, dans laquelle, quand je vais sortir de la maison, je vais refléter qui je suis, puis quand je vais rentrer dans ma maison, ma maison va refléter qui je suis également. Donc je vais vraiment dans une position d'harmonie, d'accord, dans mon espace d'habitation et dans ce que je dégage en tant qu'être humain. Et ça peut être quelque chose de fort intéressant. C'est un peu ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui concernant cette petite animation concernant donc l'équilibre d'un lieu. Donc il y a un module d'enseignement qui a été conçu pour équilibrer soi-même et équilibrer un lieu. Alors, c'est quelque chose que j'ai eu plaisir à faire pour nous aider justement à travailler dans cette direction-là. OK, alors donc Mireille me dit ici, depuis les cours, j'ai fait du ménage, même avec les personnes autour de moi, je suis libre moralement. C'est sûr que, bien sûr que à un moment dans une vie, on a envie effectivement de questionner, hein, de questionner plein de choses. Questionner plein de choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part questionner où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui est autour de moi, hein? Moi avec moi, comment je me sens, qu'est-ce que je veux de ma vie. À partir du moment que j'ai fait ça, ben qu'est-ce que j'ai autour de moi? Est-ce que je suis en accord avec moi, ce que j'ai autour de moi? Donc, évidemment, on peut regarder la maison, on peut regarder qu'est-ce qui compose la maison, les constituants, les vêtements qu'on a dans notre maison, etc. Les relations que j'ai avec nous, mon travail. Vous voyez, on commence à se remettre en question parce que ce qu'on recherche finalement, c'est de renouer contact avec une forme d'alignement avec mon être. C'est-à-dire que j'ai envie d'être en harmonie avec moi et j'ai envie effectivement que mon entourage soit le plus en harmonie avec moi. Donc, j'ai envie d'être en harmonie avec moi, d'avoir une image qui correspond à qui je suis, d'avoir une maison qui me ressemble, et j'ai envie d'avoir des relations qui sont en harmonie avec moi aussi. Donc, vous voyez que c'est un peu la logique qui est présentée dans cette conférence-là, c'est un petit peu d'avoir cet objectif-là de vouloir renouer contact avec un équilibre et une harmonie. Et évidemment, ce que ça veut dire, ça veut donc dire que si je fais ce travail-là que tu décris, Mireille, normalement, je vais me sentir en plus grande harmonie avec moi, je vais me sentir plus en forme, je vais me sentir plus heureuse parce que je vais m'être reconnu. Et en m'étant reconnu, peut-être que je vais avoir ce sentiment d'être un peu plus seul. Mais en m'étant reconnu, qu'est-ce que je vais faire? Ça va m'amener à me prendre conscience que les relations que je vais avoir avec les gens, j'ai envie d'en avoir de qualité. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir des relations qui vont correspondre à ce qui me font plaisir, à ce qui me nourrissent. Pas des relations qui se font par obligation, parce que quelque part, j'ai un temps mort, puis cette personne qui est à côté de moi, je vais être avec elle, parce que je vais être moins seul. Vous voyez, ça, c'est vraiment pas du temps de qualité que j'appelle. Alors, en moi, on arrive à cette volonté de renouer le contact avec un temps de qualité. Et c'est ça un petit peu que je sens qui est la démarche qui peut être intéressante à poser dans notre vie aujourd'hui. Puis c'est ça un petit peu que je pense que tu fais, toi, Mireille, à ce sujet-là. Est-ce qu'il y aurait des questions maintenant sur l'ensemble donc de la conférence, de la petite conférence que je présentais, mais encore sur d'autres thèmes qui pourraient aussi vous intéresser sur la pratique personnelle, professionnelle ou encore des grandes questions existentielles que vous pourriez avoir. Donc, c'est le moment. Oui, oui, mais disons que Mireille, en fin de compte, si tu regardes, je vais peut-être te dire que je pense que si tu regardes dans le site YouTube, mon canal Sylvain Bélanger, ou bien dans la bibliothèque, sur le site Développement Conscience, tu vas trouver une conférence qui a été faite sur le travail avec les guides. Je pense bien que ça a déjà été fait. En fin de compte, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire une petite conférence pour chacun des modules d'enseignement. Donc là, j'ai fait sur l'équilibre du lieu. C'est un module qui vient d'être fait récemment. J'avais fait un autre module, une autre conférence sur le cerveau et thérapie quantique récemment. J'ai fait une conférence sur l'alimentation intuitive. Donc, je suis en train de finaliser un petit peu les conférences qui manquaient pour dire aux gens, ben regardez, si vous avez un intérêt pour l'un ou l'autre des modules, vous avez une petite conférence qui vous est donnée. Et sur les guides, il y a déjà une conférence qui a été donnée
et des enseignements également qui ont déjà été faits aussi sur les modules sur les guides également. Je suis pas mal sûr. Donc, si tu peux, je pourrais par contre éventuellement faire une conférence. Il y en a une d'ailleurs une conférence qui va s'appeler Prospérité, spiritualité et énergie de vie que je vais faire bientôt, qui correspond à un autre module d'enseignement et sans doute que ce serait propice de pouvoir répondre à ces questions-là. Mais si tu en as des questions sur les guides, tu peux m'en poser. Est-ce que tu es rendu à l'étape du module sur les guides, Mireille? Parce que moi, j'aurais pas mal terminé pour la conférence et s'il n'y a pas de questions, bien évidemment, je vais m'arrêter. Donc, c'est le moment pour toi, si tu as des questions à poser. Ou d'autres personnes dans la salle, bien évidemment. Ne soyez pas timides. Parce que le travail avec les guides, finalement, c'est comme un travail de, c'est-à-dire qu'à travers la démarche du soi supérieur, qui est une démarche un peu plus avancée dans l'enseignement, on arrive à constater, après avoir joué avec la mémoire, justement, parce que la mémoire, c'est important de jouer avec elle, parce que comprendre que la mémoire, c'est quelque chose qu'on peut changer, qu'on peut modifier, qu'on n'est pas prisonnier d'elle, c'est déjà important de s'en rendre compte, et donc de se libérer de la mémoire nous donne accès au soi supérieur, c'est-à-dire à notre âme, à notre essence fondamentale. Notre essence fondamentale nous donne accès, elle, à l'intelligence lumineuse, pure, et cette intelligence pure, ben, effectivement, peut se manifester à nous sous la forme de guide. Et dans le module sur les guides, ben, quelque part, il y a énormément de manifestations différentes des guides que j'ai volontairement choisi à travers des formes, que ce soit les extraterrestres, des maîtres spirituels, etc. Donc, j'ai volontairement choisi de vous mettre en contact avec plusieurs formes différentes de guides pour vous faire comprendre que la forme n'est pas importante. La qualité de l'information est la chose la plus importante et c'est ça que souvent on a tendance à oublier. On a souvent tendance à mettre en évidence davantage l'apparence du guide. Ah, j'ai communiqué avec un guide, c'était le plus évolué sur Terre. Oui, mais si ton guide le plus évolué sur Terre ne te donne pas d'informations intéressantes, ça veut donc dire qu'il n'est pas si évolué que ça. Donc, il faut arrêter de se laisser impressionner par l'impression que le guide nous fait, mais plutôt chercher la qualité de l'information. C'est ça qu'on va chercher toujours à faire. Oui, j'ai l'impression qu'ils veulent me parler, mais je doute. Je voudrais savoir si c'est le mental ou pas. Ben, Mireille, il n'y a pas un million de secrets là-dessus. Quand tu fais une démarche intuitive seule avec toi, tu as donc accès à une certaine qualité d'information, déjà, en partant. Et les questions que tu me poses actuellement, tu me dis, est-ce que je dois savoir si c'est mon mental ou pas? Quand tu fais une démarche intuitive avec toi-même, c'est la même question que tu vas te poser. Donc, la seule chose qui va te permettre de déterminer la qualité de l'information intuitive, c'est son application, je dirais. Son application par rapport à, bon, hein, par exemple, si on parle de la maison, mais si tu visites ta maison, puis que tu vois plein de choses sur la maison, puis un guide te fait voyager dans ta maison, puis tu vas voir plein de choses que tu n'avais pas vues, qui sont des problématiques de ta maison, puis te conseiller des choses, tu vas pas me dire, j'ai des doutes, tu vas arriver à une évidence, tu vas dire, waouh, il m'a dit des choses incroyables, jamais j'aurais pu imaginer ça. Alors, quand on arrive avec des doutes, c'est parce que l'information intuitive n'a pas été wow. Elle n'a pas été wow dans le sens qu'elle ne nous a pas mis dans une position d'émerveillement, je dirais, parce que soit qu'on la savait déjà, on la savait un petit peu déjà, ou soit quelque part que l'information n'est pas assez précise. Alors, quand c'est pas assez précis, on doute aussi. C'est pour ça qu'on va toujours écrire dans notre journal intime l'information intuitive que l'on capte. Et quand on fait avec un guide, ça c'est une chose que je tiens énormément à rappeler par rapport au guide, parce que ça aussi c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Moi, je suis déjà un intuitif. J'ai pas besoin de travailler avec les guides, parce que je suis déjà un intuitif. Hein, comme toi, Mireille, tu as déjà des enseignements que tu apprends, donc tu as appris à le faire sur toi-même. Tu as déjà donc développé des applications intuitives. Tu es donc déjà intuitive. Si tu travailles avec des guides, ben les guides doivent t'amener à un niveau supérieur au niveau de ta compétence intuitive. S'ils ne t'amènent pas à un niveau supérieur, ça veut donc dire quelque part que tu n'as pas encore maîtrisé le domaine des guides. Parce que le domaine des guides, pour valoir sa pertinence, c'est qu'il te faut être capable que les guides t'amènent à ce niveau-là. Maintenant, avant même d'aborder les guides, je reviens avec la déprogrammation de mémoire, mais je reviens également avec l'alignement soit supérieur. L'alignement soit supérieur, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que moi, en tant qu'être humain, je suis capable de voyager dans mon champ énergétique, dans ma dimension psychologique, émotionnelle, au niveau de mon histoire personnelle. Je suis capable de voyager dans mon histoire généalogique, mon histoire de mes ancêtres. Je suis capable de voyager en mémoire d'autres vies. Et je suis capable de voyager avec mon soi supérieur. Est-ce que tu es capable, toi, Mireille, de te connecter avec ton soi supérieur et de vraiment expérimenter un état de plénitude et d'harmonie et lumineuse dans ton soi supérieur?
souvent, on veut tellement travailler avec les guides qu'on a tendance à oublier quelque part ce qu'est l'univers des guides. L'univers des guides, il faut être capable de travailler avec eux, il faut se synthétiser à des fréquences supérieures. Ces fréquences supérieures, si on n'est pas capable de se synthétiser à elles, ben on va simplement s'illusionner. Parce que s'illusionner, pourquoi je dis s'illusionner? C'est que quand on parle des guides, on parle de forme. Et quand on parle de forme, on se ramène au niveau de la mémoire. On tombe dans les mémoires d'autres vies, on tombe dans notre histoire, dans nos ancêtres, on tombe dans notre histoire personnelle. On n'est plus en relation avec notre dimension spirituelle. Donc, c'est pour ça que quand on travaille avec les guides, il faut vraiment bien prendre le temps de se synthétiser au niveau du soi supérieur et ensuite d'aller chercher une énergie supérieure qui va être un guide. Et ce guide-là doit nous démontrer son savoir. C'est-à-dire qu'il va nous démontrer qu'il connaît plus que nous. Parce que sinon, ça ne servirait à rien d'être avec un guide à ce moment-là. Je ne sais pas si tu me suis. C'est ça, bon voilà. Donc, alors cet état de plénitude-là, justement, devrait t'amener à être capable de communiquer avec des guides capables de t'élargir ta conscience. Alors, si tu n'es pas capable, tu as des doutes, ben moi, je te dirais, le guide doit t'amener à faire taire tes doutes. Donc, tu vas le questionner pour que les doutes que tu as se taisent. C'est-à-dire que la connaissance que le guide a est tellement gigantesque, est tellement vraie, est tellement riche, qu'elle arrive à te faire comprendre qu'il n'y a plus de questions à avoir, c'est une vérité à laquelle tu es en contact, et c'est merveilleux et c'est extraordinaire. Et c'est là effectivement qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, une plus grande certitude qui se fait. Mais je te dirais que toute la démarche intuitive, elle repose sur cette difficulté-là que tu perçois, mais que le travail avec les guides, quand on est avec un guide et qu'on est vraiment en communication avec des guides qui ont vraiment une intelligence supérieure, ils nous révèlent des choses qui sont tellement, tellement élevées qu'on en arrive à concevoir que ces guides-là sont des niveaux de conscience supérieurs et qu'on n'a plus à se questionner à savoir si c'est vrai, c'est pas vrai. On est convaincu que c'est vrai. Alors, ça demande un entraînement peut-être pour arriver à ça, mais c'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Est-ce que ça répond à tes questions, Mireille? OK. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on termine? Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la salle, donc n'hésitez pas s'il y avait d'autres gens qui auraient des commentaires ou des questions à poser. OK, bon ben, si t'as comme Mireille, on va arrêter ici puisqu'il n'y a pas d'autres questions qui se manifestent. Donc, pour ceux que ça intéresse, mercredi qui vient, as-tu reçu mon mail? Non. De quel mail tu parles? Je sais pas de quel mail tu parles, mais j'ai pas reçu, je me rappelle pas avoir reçu un mail de toi. C'était à quel sujet? Alors, évidemment, si ça concerne l'enseignement, je te dirais que oui, on va y répondre, je pourrais y répondre là. Si ça répond, par contre, ça touche quelque chose de plus personnel ou de plus technique, de plus, comme je te dis, je sais pas, j'ai pas regardé mes mails aujourd'hui, tout récemment. Par contre, c'était récent, j'ai pas vu. Avec un livre PDF. Ah, oui, 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 d'accord, oui, oui, ça, je me rappelle, oui. J'ai pas eu la chance de jeter un coup d'œil sur le livre en question. Et je pourrais pas t'en dire tellement plus parce que j'ai vu que c'était un livre, c'était un genre de roman en fin de compte, initiatique. J'ai pas par contre eu la chance parce que je suis un petit peu encore pris par pas mal d'autres choses. Donc j'ai pas eu la chance de jeter un coup d'œil. Puis c'est sûr que je reçois beaucoup de mails aussi, donc je t'avoue que c'est bien que tu m'en parles. J'avais jeté un coup d'œil, mais j'avais pas été plus en détail que ça. Mais je te dirais que ceci, par contre, par rapport à la démarche, par rapport à ce genre de domaine-là, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Messager, je pense que tu l'as lu, qui est un peu dans ce même ordre d'idée des choses. Il y a beaucoup de livres sur le channeling. Il y a beaucoup de livres qui se disent des gens qui sont en communication avec des guides, des intelligences supérieures, etc. Il y en a beaucoup qui sont, que moi je trouve ça intéressant, mais il y en a beaucoup qui sont finalement, bon, la- l'idée à quelque part là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on se dit, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi, là? Ça sert à quoi finalement? Alors, celui-là, comme j'ai pas jeté un coup d'œil, mais je te dis qu'il y en a des auteurs qui ont quand même fait des choses très intéressantes, qui ont fait du channeling, qui ont dit en communication donc avec des guides ou des intelligences supérieures et qui ont transmis donc un savoir à travers des ouvrages. Il y a des gens qui ont quand même des choses qui sont quand même assez intéressantes là-dessus.
Ok, oui, ça c'est possible parce que j'ai eu un petit problème mes mails, avec le site Écoute-Magère, puis sans doute que tu l'as envoyé sur ce site-là, toi, le mail en question. Mais je t'avoue que si tu attends encore un peu, moi je m'en viens le 21 mars sur Paris, parce qu'actuellement, la personne qui s'occupait de m'envoyer mes livres en France, euh, elle est partie en voyage. Alors, puis elle est partie, puis ça a été un peu fait vite. Alors, j'ai pas eu la chance de trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer. Donc, ça pourrait partir de la Belgique. Ça, je pourrais peut-être te faire envoyer de la Belgique si tu veux attendre le 21 mars. Parce que je suis un petit peu déstabilisé par rapport à ça, au fait que cette personne soit partie. Mais je vais le noter ici par rapport à ça. Donc, tu me l'avais commandé. Ah, mais toi, t'es de quel endroit, toi? Est-ce que t'es de Paris, Mireille? Ok, mais là, c'est ok. Ok, excuse-moi, ben oui, mais je vais regarder ça, puis je te tiendrai au courant, mais ça, je te répondrai par mail, si tu veux. Ouais, ok, Alsace, ouais. Ok. Ok, c'est très bien. Donc, on va s'arrêter ici. Je vais regarder ça de ton ensemble, je te tiendrai au courant par rapport à ta demande et tout ça. Et puis, ben, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je vais vous souhaiter une bonne soirée s'il y a des gens dans la salle qui sont pas exprimés. Alors, donc, le prochain rendez-vous, ça va être lundi prochain. On va simplement poursuivre avec un autre thème. J'ai pas encore, j'avais les titres en tête, mais je me rappelle plus exactement. Et vous allez recevoir en général toujours un enregistrement à la fin du mois. Donc à chaque début de mois, vous allez recevoir donc une synthèse, un rappel, un replay en fin de compte de tous les webinaires qui ont eu lieu durant le mois en général. Donc voilà. Si cela vous intéresse, vous pouvez les visionner à votre rythme, dans votre confort de la maison, quand vous le souhaitez. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Au revoir.